Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire sur la thérapie laser qui vous est présenté par Mano Medical. Donc, pour rappel, c'est le deuxième volet des deux webinaires sur la thérapie laser. Donc, le premier est déjà en ligne, en replay, vous avez dû recevoir un lien. Et donc, ce deuxième aujourd'hui se concentre davantage sur les aspects très pratiques de la thérapie laser. Et donc, comme le précédent, vous sera présenté par Dr Anne-Christine François et Dr Germinal Petit-Étienne. Et donc, sur ce, je leur laisse la parole et je leur laisse se présenter. Ah oui, pardon. Deux choses importantes pratiques. Donc, pour les questions que vous pouvez avoir pendant le webinaire, vous avez une fenêtre chat sur le côté. Donc, vous pouvez les écrire et nous y répondrons à la fin du webinaire. Et bien sûr, ce webinaire sera également disponible en replay à partir de cet après-midi. Voilà, donc sur ce, je passe la parole à Anne-Christine et Germinal. Merci. Bon webinaire à tous. Merci, donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va aborder une partie plus pratique de la thérapie laser. Voilà, donc on va vous parler des applications cliniques de la thérapie laser avec la gestion de la douleur, la régénération des tissus. En parlant de la douleur, d'ailleurs, on va aborder l'arthrose. Ensuite, on abordera comment choisir un laser adapté à mes besoins. On a le rythme des séances et puis la mise en place de ce service dans ma clinique. Donc, pour l'introduction, comme vous en êtes peut-être douté, moi je suis le docteur François Anne-Christine. Donc, j'ai été diplômée de Liège en 2011. Donc, au départ, j'ai travaillé beaucoup avec les chevaux. Donc, j'ai fait un internat privé au sein du centre hospitalier vétérinaire équin de Livet. Et puis, donc, j'ai fait un DE en kinésiologie, physiothérapie et rééducation fonctionnelle à Maison Alfort en 2016. Et c'est là, évidemment, que j'ai croisé donc, Germinal. Ensuite, donc, j'ai mis en place ma pratique de physiothérapeute par un centre de physiothérapie et de médecine alternative vétérinaire qui est situé à Namur, en Belgique, qui s'appelle Altervet. Et là, donc, j'ai ouvert et je développe un service de physiothérapie ici au sein de l'université. Et donc voilà, Germinal, je te laisse te présenter. Donc moi, par défaut, je suis Germinal Petit-Étienne. Je suis diplômé d'Alfort, je suis sorti en 1999. J'ai dès 2000 commencé à mettre un pied en physiothérapie et rééducation fonctionnelle au sein du service de l'UMES qui est toujours dirigé par Dominique Grandjean. Puis ensuite, j'ai dévié, j'ai fait des études en chirurgie un peu plus poussées, donc j'ai été interne de chirurgie, assistant de chirurgie, avant de partir exercer en clientèle. J'ai pratiqué de la médecine manuelle, j'ai suivi un DIE de médecine manuelle d'ostéopathie, et en 2017, afin de valider un peu ma pratique de physiothérapie et de rééducation, j'ai suivi le DE d'Alfort. Je suis donc praticien exclusif canin dans Gironde, du côté de Bordeaux, avec 3 pôles d'activité principaux qui sont la chirurgie, la physiothérapie et la douleur. Et donc je vais redonner la main à Anne-Christine qui va vous parler de cette première partie. Voilà. Donc effectivement, nous allons parler des applications cliniques de la thérapie laser et nous allons commencer par la douleur. Donc la douleur entraîne des changements chimiques et biologiques qui, s'ils ne sont pas traités, peuvent avoir des conséquences physiopathiques graves impliquant plusieurs systèmes d'organes. Et donc, on a toute une cascade d'événements avec de la libération de cortisol, de catécholamine et d'autres hormones jusqu'à l'obtention d'un syndrome de réponse inflammatoire systémique. Et donc, sans contrôle, ce syndrome de réponse inflammatoire systémique conduira à un syndrome de dysfonction multi-organes. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on souhaite contrôler. Donc, la douleur, de manière générale, n'est pas bénéfique pour l'animal et on cherche donc à la traiter. Il faut savoir qu'en médecine humaine, dans les hôpitaux de médecine humaine, c'est vraiment c'est un service très important. C'est-à-dire que vraiment dans les hôpitaux de médecine humaine, le but c'est que le patient n'ait pas mal. Alors évidemment, je suis d'accord avec vous que la douleur peut avoir certaines
utilités chez l'animal de compagnie, comme par exemple de limiter les mouvements, etc. Maintenant, ça, c'est un grand débat. Moi, j'ai tendance à dire que c'est au propriétaire à limiter les mouvements de l'animal et pas à l'animal à s'auto-limiter parce qu'il est douloureux. Donc voilà, ça, c'est un grand débat. Mais en tout cas, sachez qu'en médecine humaine, la douleur, c'est vraiment un vrai challenge dans les hôpitaux. Et d'ailleurs, souvent, les gens cotent entre guillemets, donnent des bons points à l'hôpital dans lequel ils ont été s'ils n'ont pas eu mal. Donc, c'est vraiment un challenge important. Et les propriétaires, en ce qui nous concerne, sont très attentifs à cette douleur. D'ailleurs, dans les questions qui reviennent avant les chirurgies, on a souvent ça, est-ce que l'animal va avoir mal? Donc, pour eux, c'est important. Et donc, je pense que pour nous, vétérinaires, c'est de plus en plus un vrai challenge d'arriver à la gérer. Alors, on en avait déjà un petit peu discuté la dernière fois, mais on va refaire un petit point ensemble, parce qu'il y a peut-être de nouveaux auditeurs aujourd'hui, sur les différentes étapes de la douleur. Donc, on a tout d'abord ce qu'on va appeler la transduction. Donc, en cas de lésion d'un tissu, on a les cellules endommagées qui vont libérer des médiateurs de l'inflammation, comme les prostaglandines, des interleukines, de l'acide arachidonique. Et surtout, on a la sérotonine, la substance P et la bradykinin. Et donc, les nocicepteurs, les récepteurs à la douleur, vont recueillir ces informations chimiques. Et une fois que le seuil de douleur est atteint, ces nocicepteurs transforment cette information chimique en impulsion électrique. Et cette transformation, c'est ce qu'on appelle la transduction. Et notre laser donc, relève les potentiels d'action des terminaisons nerveuses endommagées, ce qui rend leur dépolarisation plus difficile. Donc, la transduction se fait plus tardivement, quand un message douloureux plus intense est perçu. Et on a aussi notre laser, il va créer une diminution de la bradykinine. Donc, en bloquant les effets de la bradykinine à la source de la blessure, on augmente considérablement le seuil de douleur pour la transmission de l'entrée du nerf sensoriel. Ensuite, on va voir la transmission. Donc, la transmission, c'est l'envoi du signal électrique à la moelle épinière. Donc, il y a plusieurs types de nerfs afférents qui vont assurer la transmission du signal de la douleur. On a des fibres A-bêta, A-delta et les fibres C. Les fibres A-bêta, pour rappel, c'est plutôt des informations à seuil bas ou non douloureuses. Donc, tout ce qui est touché, pression, vibration, mouvement et proprioception. Et puis, on a les fibres A-delta qui, elles, sont recouvertes de myéline. Donc, la transmission est plus rapide, la transmission du signal est plus rapide grâce à cette myéline. Et la stimulation de ces fibres A-delta est responsable du réflexe de retrait et de tout ce qui est douleur aiguë. Et alors, du coup, ces fibres, elles répondent à tout ce qui est stimulation thermique et mécanique. Ensuite, on a les fibres C, qui sont également activées par tout ce qui est stimulation thermique et mécanique, mais également par des stimulations chimiques. Et ce sont des fibres, elles, qui sont non myélinisées, ce qui les pousse à transmettre donc les signaux plus lentement. Et ces fibres sont responsables de la douleur lente, donc qui peut s'intensifier. Et ces fibres C sont donc impliquées dans la formation de douleurs chroniques. Alors, notre laser, comment il agit au niveau de la transmission? Il va diminuer la conductibilité de l'influx douloureux, diminuer l'intégration au sein de la moelle épinière et diminuer la libération synaptique de la substance P, qui est donc le principal médiateur de la transmission du stimulus nociceptif. En termes de modulation, donc la modulation du signal électrique, donc c'est ce signal qui est véhiculé par les fibres afférentes, se produit dans la moelle épinière. La modulation initiera également la libération d'opioïdes endogènes en réponse aux signaux de douleur transmis et donc qui agit sur les récepteurs opioïdes situés à la périphérie, la moelle épinière et le cerveau pour inhiber la libération de neurotransmetteurs excitateurs. Et donc notre laser, lui, augmente significativement le taux d'endorphine dans le sang et il a aussi une action gate control. Donc cette action gate control, j'ai envie de dire, c'est un petit peu quand on se cogne donc le coude, vous savez, vous frottez votre coude, vous avez moins mal. Et donc, en fait, au final, votre cerveau traite l'information frottement qui va arriver plus rapidement plutôt que l'information douloureuse. Et donc, cette action gate control, c'est quelque part une façon de traiter les informations selon leur rapidité d'arrivée. Et donc, effectivement, notre laser va promouvoir l'intégration des informations plus rapidement arrivées, mais comme on en a parlé juste avant, ce sont donc pas spécialement des douleurs aiguës. Et ensuite, on a la perception. Donc là, on va avoir une augmentation grâce au laser de la sérotonine, de l'acétylcholine et de la bêta-endorphine.
Donc, au niveau périphérique, il faut savoir que les bêta-endorphines se lient aux récepteurs opioïdes, pré- et post-synaptiques. Et du coup, on a un blocage de la libération de la substance P, qui est le neurotransmetteur excitateur. Et donc, dans cette moelle épinière et dans notre système nerveux central, cette augmentation des bêta-endorphines entraîne une diminution de la production du GABA et par conséquent, une augmentation de la dopamine. Et donc, de fortes augmentations de la dopamine activent le centre de plaisir dans le cerveau. Et donc, il a été démontré et il a été donc expliqué qu'en cas de douleur aiguë ou chirurgicale, la mesure de l'intensité de la douleur est en corrélation avec la quantité de bêta-endorphines en circulation. Donc, les patients qui signalent le plus de douleur ont des niveaux bas de bêta-endorphines. Alors, donc pour cette gestion de la douleur, on a aussi un effet grâce au laser analgésique direct sur les nerfs en augmentant le potentiel de repos. Ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant sur toutes les douleurs neuropathiques. Parce que en allopathie, nous n'avons pas grand-chose comme traitement, même si maintenant on a des molécules comme la gabapentine, etc. Je vous ai remis dans un petit tableau ici des nombres de joules par centimètre carré en fonction du type de douleur rencontrée. Cela dit, et on en reparlera encore, mais dans vos lasers, vous avez des programmes qui sont préenregistrés, qui sont très bien et sur lesquels vous pouvez vous fier sans problème. Alors ici, c'est une petite dia sur une étude donc, de 2017 dans un magazine donc peer-reviewed et plutôt avec une bonne cotation. Donc l'objectif de cette étude, c'était d'évaluer l'influence du laser préopératoire sur des résultats thérapeutiques. Le postulat de base, c'est qu'en faisant une séance de laser avant l'opération, on peut limiter le stress de la chirurgie et par exemple, et entre autres et surtout, l'inflammation créée pendant la chirurgie. Donc ici, c'était donc sur des chiens qui avaient donc une rupture des ligaments croisés, sur lesquels ils ont eu donc un nivellement du plateau tibial. Donc les chiens ont été de manière aléatoire divisés en deux groupes. Donc il y avait un groupe avec laser, un groupe sans laser, et donc ils ont reçu une seule séance de laser. Et alors, ce qui a été mesuré, c'est la boiterie, la réponse à la manipulation, une analyse sur plateau de force, et ça a été fait avant la chirurgie, 24 heures après la chirurgie, 2 semaines après la chirurgie et 8 semaines après la chirurgie. Ils ont aussi pris des radiographies 8 semaines post-opératoires pour voir s'il y avait déjà des signes de guérison quantifiables et donc voir s'il y avait une différence entre les deux groupes. Donc, le nombre de chiens enrôlés dans cette étude est de 27. C'est quand même déjà honorable en médecine vétérinaire. Et donc, ce qu'on remarque, et ce que vous voyez sur le graphique, c'est que 8 semaines post-opératoire, il y a une différence significative entre le groupe laser, qui est donc le groupe en gris, versus le groupe en bleu, qui est le groupe contrôle. Donc, en anglais, ils font ce qu'ils appellent des shame traitements, donc des faux traitements. Donc, en gros, pour respecter le côté double aveugle, ils manipulent le laser sur l'animal sans en fait le mettre en route. Ce qui évite en fait aux gens qui sont là présents au final de se dire ah ben, ce chien il a eu le laser donc probablement qu'il aura moins mal quand je ferai je ne sais pas moi son analyse de boiterie. Et donc ce graphique c'est sur l'analyse du plateau de force. Donc c'est vrai que c'est quand même ce tapis de force là c'est quand même le gold standard des mesures. Donc en gros c'est un tapis sur lequel on place le chien et on regarde j'ai envie de dire quel pourcentage du poids du corps il porte sur chacun de ses membres. Et donc, sur les animaux enrôlés dans le groupe laser, eux avaient donc une meilleure force verticale, donc ils mettaient davantage de poids sur le membre opéré versus le groupe contrôle. Et ça avec une seule séance de laser préopératoire. Donc, c'est aussi une utilisation du laser qu'on a peut-être moins souvent, dont on parle moins souvent, mais en préopératoire, faire directement un laser avant de commencer la chirurgie, en fait, ça diminue l'inflammation durant l'opération et donc ça permet au final de récupérer plus rapidement. Et ici, on voit que la récupération fonctionnelle est meilleure. Donc, comme je vous le disais, en tout ce qui est gestion de la douleur per- et post-opératoire, donc en per-opératoire, c'est vraiment pour réduire la gravité de l'inflammation post-op. On sait que du coup, l'inflammation, dans certaines mesures, elle est délétère, mais de manière trop importante, elle ne l'est pas. Et ensuite, en post-opératoire, on a un effet pour réduire la douleur,
réduire l'œdème en améliorant le flux sanguin, réduire l'inflammation toujours et favoriser la guérison des tissus et donc, in fine, favoriser un retour plus rapide des fonctions. Cette douleur, alors ça, c'est des conseils un peu, je vais dire, personnels. Cette douleur, peut-être que dans vos structures, nous ici, c'est vrai qu'en Belgique, on n'a pas beaucoup d'ASV, mais en France, vous en avez davantage. Et peut-être que c'est intéressant que ce soit toujours la même ASV qui soit en rôle de juger de la douleur des animaux, parce que du coup, c'est aussi un apprentissage qui se fait avec le temps et l'expérience. Et il y a des échelles de la douleur. Ici, je vous ai remis l'exemple de Foravet, mais il y a d'autres échelles de la douleur disponibles. Et donc, c'est intéressant de régulièrement évaluer cette douleur et d'utiliser des moyens de la contrôler. Par exemple, c'est pour la petite histoire parce que c'est moins courant. Donc, d'utiliser, par exemple, les lumières infrarouges. Quand on sait que la douleur, elle est inflammatoire, ce qui va être le cas dans pas mal des pathologies ostéo-articulaires qu'on va rencontrer, les douleurs de dos, etc. Vous pouvez utiliser, en fait, au final, une caméra infrarouge pour suivre l'évolution, justement, des zones inflammatoires. Ici, dans cet exemple, c'est un Scottish de 9 ans qui a donc des douleurs le long de la colonne, des douleurs bilatérales. Donc, vous voyez effectivement les gradients de douleur selon les gradients de chaleur. Et alors, sur ce Scottish, ils ont fait du laser. Hein, donc, c'est ça qui est aussi intéressant. Donc, ils expliquent un petit peu les paramètres utilisés dans la photo. Donc, ils ont utilisé des longueurs d'onde de 810 et 980 avec 8 joules par centimètre carré, avec une technique, donc ils touchaient là, effectivement la peau de l'animal avec la pièce à main. Il n'y a pas eu de médicaments autres administrés. Et donc, la photo A, c'est la photo initiale. La photo B, c'est 24 heures après la première séance de laser. Et donc, cliniquement, on avait déjà moins de douleur et un patient qui se déplaçait donc plus volontiers. On a une diminution donc, de 34% des zones au final inflammatoires. Et bon, c'était assez, évidemment, ces estimations sont approximatives, mais c'est pour vous montrer l'intérêt et de 1, de mesurer et de surveiller la douleur et de 2, d'utiliser parfois des instruments auxquels on ne pense pas. Et sur l'image C, c'est donc 72 heures après la première séance de laser et donc 48 heures après le second traitement. Et là, vous voyez qu'on a une diminution de plus de 90% de ce gradient thermique. Donc, c'est voilà, une autre méthode de mesurer ce type de douleur, parce que parfois, c'est compliqué pour nous d'objectiver si l'animal a mal, moins mal, de séance en séance. Mais grâce, par exemple, à l'infrarouge, voilà, on pourrait tout à fait y arriver. Alors, les moyens complémentaires aussi pour la gestion de la douleur, c'est aussi de bien pas hésiter pendant votre séance à positionner le patient de manière confortable, et puis vous aussi, d'ailleurs, pour la petite histoire. Vous pouvez aussi utiliser, il y a certains lasers qui proposent des têtes massantes, donc pour tout ce qui est douleur musculaire, etc., vous pouvez utiliser cette tête massante pour masser le muscle en même temps. Et vous pouvez aussi faire, après la séance laser, une séance de massage. Ça va en fait continuer à aérer et à oxygéner vos tissus et donc quelque part à potentialiser l'effet de votre laser si vous avez un peu le temps ou une ASV qui pourrait être formée pour ça. Donc ça, c'est toutes des petites choses pour vous aider à lutter contre la douleur. Alors, un petit mot sur l'arthrose. Donc, on le sait, c'est une pathologie très commune. Donc, c'est une des d'ailleurs causes principales de douleurs chroniques que l'on va rencontrer. Et ici, c'est une étude, alors il y a beaucoup d'études, mais chez l'humain. Mais donc ici, c'est sur l'ostéoarthrose du genou, effectivement chez l'homme. Et donc, ils ont 72 patients, excusez-moi, parce que comme je suis belge, je traduis un petit peu certains chiffres. 72 patients qui ont été enrôlés dans cette étude avec donc des signes cliniques et radiographiques prouvés d'ostéoarthrose du genou. Ils ont été séparés en 2 groupes, un groupe laser, un groupe pas laser. Et ils ont reçu 7 sessions, donc le groupe laser a reçu 7 sessions de laser. Et donc, ils ont utilisé différents moyens pour contrôler effectivement la douleur post-séance laser, et entre autres des analyses dynamiques et statistiques. Enfin, c'est vrai qu'en médecine humaine, ils ont beaucoup d'outils. Et la conclusion, parce que c'est ça qui nous intéresse, donc après 7 jours de traitement, donc c'était un traitement tous les jours, ils avaient donc le groupe laser avait effectivement moins de douleur et surtout on avait un effet cumulatif de ces séances.
Et donc, dans cet article, il recommande l'utilisation du laser pour la gestion de l'arthrose. Hop. Voilà. Alors, ici, c'est un article qui nous concerne davantage parce qu'on parle ici d'arthrose chez le chien. Donc, c'est un essai clinique randomisé en double aveugle pour tout ce qui est donc mesurant les effets de la photobiomodulation donc, de notre thérapie laser en comparaison avec un placebo pour l'ostéoarthrose du coude chez le chien. Alors, ils ont donc pris 20 chiens ils ont été aussi de manière aléatoire attribués à 2 groupes, un groupe laser et un groupe placebo. Donc, ils ont été traités en double aveugle pendant 6 semaines, recevant différentes quantités quantités de joules par centimètre carré. Et donc, avant 7 à 10 jours après chaque traitement, donc la fréquence d'administration, le dosage aussi, ils avaient des anti-inflammatoires en parallèle. Donc ça, c'est un petit peu plus embêtant. Mais ils ont mesuré le degré de boiterie, le degré de confort selon un index qui est l'index Delchinski pour la douleur chronique. Ils ont évalué aussi avec le propriétaire les douleurs à la maison, etc. Et alors, en fait, ce qu'ils ont surtout mesuré, parce qu'effectivement, ils ont donné des INS, mais ils ont surtout mesuré du coup que une réduction des INS a été possible chez 9 des 11 chiens dans le groupe laser, ce qui n'a pas été du tout possible dans le groupe sans laser, évidemment. Les grades se sont améliorés de façon plus marquée chez le groupe laser que chez le groupe placebo, et ça de manière significative. Pareil pour cet index Delchinski qui a été amélioré chez les chiens avec laser versus les chiens sans laser. Et donc, pareil, les propriétaires des chiens du groupe laser ont remarqué davantage d'amélioration que ceux du groupe sans laser. Donc, leur conclusion, c'est qu'effectivement, un traitement au laser pendant 6 semaines est donc un traitement intéressant dans l'arthrose du coude chez le chien. Pardon, j'étais un petit peu vite. Je pense que j'étais... Ah, voilà. Donc, évidemment, l'utilisation de votre laser pour l'arthrose, son objectif, c'est la réduction de la douleur et de l'inflammation, d'améliorer au final l'amplitude des mouvements et la force, et puis donc d'arriver à un retour à la fonction. On a plusieurs mécanismes d'action qui sont différents mais polyvalents, avec une augmentation des cytokines et des facteurs de croissance, une diminution significative des COX-2, de la bradykinine, de l'interleukine et des prostaglandines 2, donc tout ça pour diminuer l'inflammation. On a une augmentation des bêta-endorphines, on l'a dit tout à l'heure, ça stimule au final l'état de bien-être. On va avoir un blocage de la dépolarisation des nerfs périphériques des fibres afférentes. C'est vraiment de la gestion de la douleur comme on l'a abordé au début. On a une amélioration du potentiel d'action des cellules nerveuses. On va avoir une favorisation de la régénération et de la récupération des nerfs périphériques qui sont lésés. Et on favorise aussi la pousse axonale. Donc, tous ces moyens permettent effectivement de lutter contre l'arthrose. Et alors ici, de manière assez pratique, donc par exemple, pour votre hanche, il faut vraiment que l'articulation soit tant que possible complètement traitée. Moi, je commence avec le grand trochanter du fémur, puis je vais en direction crâniale, médiale, caudale. J'essaye de faire donc une zone circonférentielle. Il y a souvent des douleurs lombosacrées associées, donc je traite souvent le dos en parallèle. Donc de ces animaux qui ont de l'arthrose, par exemple des hanches, je vais traiter le dos aussi. Au niveau du grasset, moi, je commence par la patella, puis je pars médialement ou latéralement afin de faire tout le tour. Ça dépend dans quelle position est installé le chien. De bien traiter aussi le ligament patellaire proximalement et distalement parce que on sait que ce ligament, il a tendance à maintenir l'articulation bien fixe et donc ça peut l'aider de le traiter. Et alors, petit aparté pour les croisés, il y a aussi des douleurs dans les muscles qui servent effectivement à fermer cette articulation. Donc, le quadriceps et les ischio-jambiers, donc ils peuvent aussi être traités quand vous faites un traitement de votre grasset pour des cas de rupture de croisée. Pour tout ce qui est jarret, extrémité digitée, pour le jarret, moi je commence avec la pointe du jarret, bien prendre en compte toute l'anatomie et essayer de viser à traiter bien l'ensemble, y compris le tendon calcanéen, et si possible traiter les doigts séparément. Bon, évidemment, en fonction de la taille du chien, c'est plus ou moins possible. Alors, pour l'épaule, ça, c'est mes astuces, mais elles sont vraiment, elles sont propres à chacune et à chacun. Vous pouvez commencer au niveau du tubercule, de l'épine scapulaire, et puis tourner tant que possible autour de l'articulation.
Attention à l'épaisseur des tissus, donc il faut vraiment choisir une longueur d'onde appropriée. À nouveau, dans vos lasers, normalement, tout est bien préenregistré. Si vous avez des signes de douleur au niveau de votre biceps brachial, n'hésitez pas aussi à passer sur le tendon. Et on sait que quand on a des douleurs au niveau des membres antérieurs, il y a souvent des douleurs secondaires au niveau des cervicales. Et du coup, n'hésitez pas aussi à aller vérifier qu'il n'y a pas de douleur au niveau des cervicales. Et s'il y en a, traitez-les aussi. Carpe extrémité digitée, ça va être un petit peu la même chose pour le jarret. Moi, je commence au niveau du pisiforme et puis j'essaye de bien faire la totalité de mon articulation. Et j'essaye de traiter chaque doigt si possible. Évidemment, c'est toujours race dépendant. Et alors, vous avez donc tout ce qui est colonne vertébrale cervicale, qui peut être effectivement traité entièrement depuis le processus occipital jusqu'au thoracique, et puis bien faire vos muscles juxtavertébraux. Colonne thoracique, pareil, et pour la colonne lombaire, pareil. Donc, il ne faut pas hésiter à traiter généreusement, comme on l'a expliqué lors du premier webinaire, il n'y a pas de souci à traiter un tissu sain. Donc, en cas de doute, il faut mieux faire une séance de trop que trop peu. Et alors, pour le rythme des séances, donc, ce qui se passe, c'est que généralement, on a plusieurs phases. Donc, on va avoir une phase aiguë où l'objectif, ça va être donc de diminuer les effets de l'immobilisation, d'augmenter la cicatrisation du tissu, puis de protéger aussi cette cicatrisation, de diminuer la douleur et l'inflammation, puis de rétablir une amplitude de mouvement non douloureuse. Donc, j'ai envie de dire, point numéro 1, on traite la douleur. Point numéro 2, on essaye d'obtenir une amplitude de mouvement dans les normes avant de proposer à l'animal de se remettre en activité et donc avant de restaurer en fait la charge que supporte le membre blessé. Donc ça, dans les premières phases, c'est ce qu'on va chercher à faire et de prévenir l'atrophie musculaire. Et là, on parle de 1 à 3 semaines après la chirurgie ou la blessure. Et à ce moment-là, vous pouvez faire du laser, même tous les jours si possible. Ensuite, on va passer dans une phase 2, qui est une phase intermédiaire, où on va améliorer la mobilité des articulations et de manière générale des patients, améliorer la force et l'endurance musculaire, rétablir un contrôle neuromusculaire et proprioceptif du membre blessé. Et ça va durer 4 à 6, donc on est plutôt à plus ou moins 4 à 6 semaines après la chirurgie ou la blessure. On va commencer cette phase 2 lorsqu'on a une amplitude de mouvement complète ou appropriée, une douleur et une inflammation réduite et une boiterie améliorée ou un site chirurgical sain. Donc, une fois qu'on a ça, on peut quitter la phase 1 pour arriver à la phase 2. Et là, on va pouvoir faire du laser 1 jour sur 2, voire 1 jour sur 3. Alors, ça, c'est évidemment ce que je vous donne, c'est des rythmes idéaux. Je suis d'accord que pour les propriétaires, ce n'est pas toujours évident, mais je vous donne entre guillemets ce qui serait l'idéal. Et donc, la phase 3, c'est une phase de renforcement avancé. Donc, on va quitter la phase 2 et arriver en phase 3 quand on a récupéré une amplitude de mouvement complète, qu'on n'a plus du tout de douleur ou de sensibilité, quand la force ou la masse musculaire est à 70% équivalente à celle du membre sain, et lorsque les implants chirurgicaux sont bien statiques, on va être normalement à 7 à 11 semaines post-chirurgie ou blessure. Et là, l'objectif de cette phase, c'est de faire progresser les activités pour arriver tout doucement entre guillemets, à une activité classique ou sportive, mais non vraiment encore dirigée. Et donc, le but, c'est d'améliorer l'activité et la force musculaire. Et là, le laser reste utile 1 fois ou 2 par semaine pour arriver à la dernière phase, qui est le retour à une activité complète. Donc, on va quitter la phase 3 et arriver à la phase 4 quand l'amplitude des mouvements sera complète et non douloureuse, quand on n'aura plus du tout de douleur ou de sensibilité, des masses musculaires symétriques, pas de boiterie à la marche, au trot, ni dans des cercles serrés, et un site chirurgical parfait. Et là, donc, on est plus ou moins 12 semaines post-opératoires. Et le but, c'est d'arriver à un retour progressif à une activité sans laisse. Et là, votre laser peut encore être fait à chaque fois que vous faites un contrôle sur l'animal. Ça reste nécessaire et utile. Et du coup, on va passer à la mise en place. Et là, je donne la parole à Germinal. Voilà. Donc, je prends le relais. Merci Anne-Christine. Donc, maintenant que vous avez des illustrations, alors on peut multiplier les exemples d'utilisation de la thérapie laser. On pourrait y passer une après-midi entière. C'est d'ailleurs ce qu'on fait parfois. Et vous aurez l'occasion de vous familiariser avec les autres utilisations. Mais une fois qu'on a ce nouveau service à notre disposition,
eh bien, il faut savoir le mettre en place dans la clinique. Et la mise en place, c'est avant tout un projet d'équipe. C'est un nouveau service qu'on va mettre en route. Et comme tout nouveau service, eh bien, il nécessite l'adhésion de toute l'équipe, c'est-à-dire pas seulement du vétérinaire passionné qui est convaincu que la thérapie laser a complètement sa place dans sa structure, mais et qui également la validation de toute l'équipe vétérinaire et aussi l'équipe d'auxiliaires vétérinaires. Et ça passe avant tout par un travail interne, un travail de formation. C'est-à-dire que souvent, alors maintenant avec les webinaires, on peut être plusieurs à assister à ces formations, mais la plupart du temps, néanmoins, on a une personne qui va suivre une formation et il va falloir que ce savoir qu'elle a accumulé, cette information qu'elle a engrangée, elle le partage. Et le mieux pour ça, c'est de faire une réunion d'équipe. Alors, il n'y a pas besoin d'y passer 3 heures, mais en tous les cas, pour ressortir toutes les informations nécessaires. Alors, c'est le niveau de ces formations en interne, elles n'ont pas besoin d'être très structurées, hein, mais elles vont être différentes suivant que le public, enfin, l'équipe qui on s'adresse est le vétérinaire ou l'auxiliaire vétérinaire. Parce que les demandes des clients ne vont pas être les mêmes et les réponses attendues ne vont pas être les mêmes. Alors, il y a bien évidemment un aspect théorique et un aspect pratique. L'aspect théorique, bien sûr, pour le vétérinaire, il doit être assez exhaustif parce que lorsque on va aborder cette thérapie auprès des clients, inévitablement, il y a une question qui revient systématiquement qui est « mais comment ça marche ?» Et alors là, si vous êtes mal à l'aise avec cette question-là, ça se voit tout de suite. Vous êtes en train de dire écoutez, c'est de la lumière et puis ça fait du bien. Oui, mais encore. Alors comment dire bref, votre discours vous décrédibilise complètement et vous n'allez pas pouvoir remporter l'adhésion de votre client ni pouvoir mettre en place vos séances. Et c'est particulièrement frustrant de se retrouver dans ce genre de situation. Donc pour le vétérinaire, la connaissance technique des bases, des fondamentaux est indispensable parce que même si on ne va pas avoir besoin systématiquement de rentrer dans le détail auprès des clients, certains clients vont vous poser des petites questions et vous sonder un petit peu. Et c'est tout à fait légitime de leur part, hein. C'est un nouveau traitement. Pour la plupart du temps, ils n'en ont jamais entendu parler et ils sont toujours un petit peu méfiants. Et ensuite, il y a aussi le discours pratique, c'est-à-dire il va falloir vous entraîner à proposer, à parler de ce traitement, que ce soit avant l'opération, pendant une opération, en cours de consultation, à l'occasion d'un suivi de douleur, à l'occasion d'un échec thérapeutique sur une pathologie. Bref, il va falloir rôder un petit peu votre discours comme vous savez faire pour d'autres pathologies et avoir une réflexion de groupe peut vous amener des clés pour déverrouiller ça. La formation des auxiliaires, elle est aussi indispensable, mais pas au même niveau. Alors, il faut avoir une formation, bien sûr, avec un discours beaucoup plus simplifié, parce que nos auxiliaires, nos assistantes n'ont pas besoin d'aspects très techniques. Les clients ne vont pas forcément leur poser des questions très techniques, mais ils vont forcément échanger avec elles, ou avec eux, il y a quelques hommes dans cette profession, et il faut qu'il puisse y avoir justement un échange et pas une porte fermée en disant oh, alors là, il faudra voir avec le docteur Michu parce que moi, je ne suis pas trop au courant, je ne sais pas trop comment ça marche, le rythme de séance, je ne sais pas. Bref, il faut clarifier le discours pour qu'il y ait un véritable échange et que ça puisse se mettre en place naturellement. Mais pour qu'on puisse mettre en place ce service convenablement, comme tout autre service, le mieux est de bien connaître les attentes des clients. Et les attentes des clients, j'ai, pour mon mémoire de physiothérapie, réalisé une enquête assez importante dont je vais vous faire profiter, je vais vous partager quelques informations intéressantes. Alors, pourquoi c'est important de connaître les attentes des clients? Parce que ne pas les respecter peut être extrêmement frustrant. Ne pas les respecter, c'est potentiellement se tromper de positionnement. On peut être éventuellement trop cher. Trop cher, qu'est-ce qui se passe? Le client va évidemment refuser le traitement en disant ça a l'air bien, mais alors là, ça me coûte une blinde. Déjà que le traitement quotidien, les aliments de Kiki, ça me coûte cher. Non, franchement, je ne vais pas pouvoir. Donc ça, c'est très décourageant pour les clients. Et à l'inverse, pas assez cher, bradé, eh bien, il va y avoir une absence de valorisation de ce nouveau service
avec des clients qui vont être suspicieux. Ouais, ça a l'air super, mais vu le prix, bon, je me demande si c'est pas un petit peu du flan. Et tout ça, c'est extrêmement démotivant. Donc, bien connaître les attentes des clients va être une des clés qui va vous permettre de communiquer, de vous positionner autour de ce nouveau service et d'avoir également une rentabilité derrière tout ça. Parce que, bien sûr, pour la plupart d'entre nous, ce métier est une passion et soigner les animaux est un objectif, mais nous faisons des investissements, nous avons des équipes et tout cet équipement nécessite d'être rentabilisé pour pouvoir assurer la pérennité de nos structures. Donc, j'ai réalisé une enquête en ligne à l'occasion de mon mémoire de physiothérapie, une enquête dirigée vers les clients pour leurs atteintes. Alors, c'était une enquête qui dépassait un petit peu le cadre de la thérapie laser. C'était une enquête plutôt ciblée sur la physiothérapie au sens large. Il y avait une trentaine de questions qui abordaient les espèces, le lien entre la famille et l'animal, différents scénarios de présentation de cas. Par exemple, est-ce que ça vient d'arriver suite à un accident? Est-ce que c'est une maladie chronique? Ça abordait également la disponibilité des clients parce que, comme Anne-Christine vous l'a souligné, il y a des phases où c'est très important d'avoir des séances très régulières, mais si les clients ne peuvent pas venir, eh bien peut-être il va falloir leur proposer une hospitalisation. L'aspect tarifaire, évidemment, très important dans cette enquête, ainsi qu'un certain nombre d'informations personnelles pour mieux les cibler. J'ai diffusé ce questionnaire pendant 2 mois par différents biais, emailing client, affichage salle d'attente, emailing veto et aussi via Facebook. Au total, j'ai environ 600 réponses avec un intérêt, enfin 10 500 vues par exemple sur Facebook sur ces questionnaires, ce qui quand même révèle l'intérêt de la physiothérapie pour nos clients. Et ces 600 réponses permettent d'avoir un panel relativement, alors pas représentatif parce qu'il y a des biais, bien évidemment, hein, par notamment le mode de recrutement du questionnaire, mais en tous les cas, ça donne des idées. Alors, quelques éléments clés qui vont vous guider. Les chiens et leurs familles. Parmi les clients qui ont répondu à mon questionnaire, en ce qui concerne la physiothérapie, eh bien 15,6% des chiens étaient assurés. Ça, c'est intéressant parce que la thérapie laser, étant une thérapie médicale, va être prise en charge par l'assurance. 21% avaient des antécédents chirurgicaux et donc 86,1% connaissaient l'existence de la physiothérapie au sens large et près de 94% étaient convaincus de leurs bienfaits. Ça veut dire que vous partez déjà avec un a priori positif en expliquant que la thérapie laser est une physiothérapie, il y en a d'autres. Donc, vous avez déjà un point qui va dans votre poche pour convaincre les gens de mettre en place ce traitement sur leur animal. En ce qui concerne les chats, on a beaucoup moins d'assurés chez les chats, je pense que ça n'étonnera personne. Ça peut être d'ailleurs un léger handicap par rapport à la prescription. Moins de propriétaires de chats sont au courant de l'existence de la physiothérapie, on tombe à 70%, mais pour ceux qui connaissent, là encore, 96%, près de 96% des gens sont convaincus de l'intérêt. Donc, on voit bien que tant pour les possesseurs de chats et de chiens, eh bien, ils sont tous convaincus que c'est intéressant. Un élément intéressant pour vous également dans votre positionnement, et notamment, je vais y revenir un petit peu plus tard, dans la communication, est la distance que les clients sont prêts à parcourir pour venir faire de la physiothérapie ou de la thérapie laser. C'est intéressant parce que ça va vous permettre de définir un périmètre, un cadre dans lequel vous allez pouvoir communiquer sur ce nouveau service. Maintenant que nous avons le droit de communiquer auprès du monde entier sur nos services et nos structures, eh bien, il ne faut pas s'en passer. Cette communication, elle peut bien sûr s'adresser directement aux clients, mais ça peut être également une communication envers les confrères. La thérapie laser peut être envisagée sous forme de référé, et donc, en fonction de la densité de population et de la densité de vétérinaires de votre zone de chalandise, il peut être intéressant de contacter les confrères proches en disant, ben voilà, nous sommes équipés avec une thérapie laser et voilà comment ça fonctionne, quelques idées intéressantes. Donc on constate que la grande majorité des clients acceptent facilement de faire une demi-heure de route pour venir faire une séance de physiothérapie et de thérapie laser, et qu'au-delà d'une demi-heure, le taux d'acceptation chute largement. Ça signifie que vous pouvez définir un périmètre d'une demi-heure de trajet dans lequel vous allez pouvoir communiquer là-dessus.
Alors, il existe des applications qui vous permettent de simuler le trajet. Par exemple, je vous en ai mis une, mais il y en a d'autres, hein, comme je vous ai mis indiqué ici. Vous indiquez donc le temps de trajet et ça vous donne des zones de chalandise. Et vous pouvez ainsi relever les différentes communes sur lesquelles vous êtes susceptible de recruter des nouveaux clients et sur lesquels vous pouvez avoir des confrères sur lesquels il est intéressant de communiquer. Donc là, on parle vraiment véritablement de promotion B2B, donc entre vétérinaires et B2C. Maintenant, on a défini notre zone où il fallait communiquer. Il va falloir organiser cette communication. Alors, la communication, il faut utiliser l'image du laser. Le laser, vous le verrez pour ceux qui s'équiperont et pour ceux qui sont déjà équipés, vous l'avez probablement constaté, bénéficie d'une excellente image a priori. Une image très positive, high-tech. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas exactement les raisons. Peut-être parce que le laser, dans l'inconscient collectif, fait référence à des choses assez futuristes, avec des propriétés assez extraordinaires. Est-ce que c'est l'influence de Star Wars? J'en sais rien. Mais en tous les cas, cette image positive va apporter de la curiosité. Et un autre aspect qui est très intéressant, que les clients apprécient de plus en plus, c'est l'aspect non médicamenteux de cette thérapie. Les médicaments, bien sûr, on le sait, nous, médecins allopathes, vétérinaires allopathes, sont indispensables à la majorité des traitements. Néanmoins, quand on va pouvoir proposer une alternative non médicamenteuse, on a une certaine population de nos clients qui vont vraiment apprécier ça. Et si on leur dit, bah, on peut essayer de la thérapie laser avant de mettre en place des anti-inflammatoires, un certain nombre d'eux vont tout de suite être partants, dire oui, ça c'est un truc qui me parle, ça c'est un truc qui me plaît, j'ai envie d'essayer. Donc il faut jouer de cette image positive sur notre communication, aussi bien en distant qu'en présentiel. Alors la communication, c'est évidemment la communication sur site, dans vos structures, avec des communications classiques, les posters, les leaflets que vous laissez en salle d'attente, éventuellement des cartes de rendez-vous, mais de plus en plus, des écrans fleurissent dans nos salles d'attente et donc la communication vidéo est vraiment à mettre en avant, à mon sens, parce que déjà elle est dynamique, elle attire l'œil et elle va aussi attirer des questions. Et parmi la communication sur site, un des éléments indispensables sont les échanges que vos assistantes vont pouvoir avoir avec vos clients en salle d'attente, d'où la nécessité de savoir de quoi elles parlent. Parce qu'encore une fois, si le discours est sec, si c'est oh bah il faudra voir avec le docteur, parce que moi ça m'intéresse pas, en gros je suis pas au courant, le message véhiculé est quand même assez dégradé à la base et il est probable que la question ne sera même pas abordée en consultation. Alors qu'au contraire, si par quelques mots-clés simples que vous avez pu identifier dans vos réunions d'équipe préalables, votre assistante va pouvoir susciter l'intérêt et la curiosité et attiser la curiosité de votre client, eh bien, ça va pouvoir être lié très facilement en consultation. Et aujourd'hui que nous avons le droit de communiquer, il faut également insister sur l'importance de la communication digitale. Alors, il y a différents modes de communication digitale. Un que j'aurais pu citer ici, qui n'est probablement pas forcément très pertinent, est le mailing. L'emailing, bien évidemment, peut être utilisé, soit sous forme directe, soit sous forme de newsletter. Il faut savoir que les taux de retour d'emailing sont relativement mauvais, de l'ordre de 6%, 5-6%. Donc, même si ça ne mange pas de pain, parce que souvent c'est une solution gratuite, le retour est plutôt faible. Parmi une autre source de communication digitale également que j'aurais dû inscrire mais que je n'ai pas indiqué, c'est la communication sur votre site web. Elle n'est pas forcément hyper intéressante parce que le site web est souvent un site vitrine et c'est souvent à l'occasion d'une première visite. Les gens n'y vont pas forcément très régulièrement. En revanche, les moyens à privilégier, à mon avis, sont évidemment les réseaux sociaux, que ça soit Facebook, donc quelques publications programmées vont être particulièrement pertinentes. Sur les pages Google Business, si vous en avez, via des dispositifs comme Google Ads, ou sur un compte Instagram, eh bien, communiquer autour du laser est très pertinent, et notamment lorsque vous utilisez Facebook en boostant votre publication, un investissement de quelques dizaines d'euros, et vous pouvez cibler une zone chalandise qui correspond à ce que vous avez identifié par rapport aux informations recueillies précédemment. Et là, vous allez être très efficace. Vous allez toucher vraiment le cœur de cible par rapport aux algorithmes
des réseaux sociaux. Donc, communiquer, utiliser les réseaux sociaux, Facebook, Google, enfin, Google Business, Google Ads, Instagram. Alors, Twitter me semble un peu à part parce que ce n'est pas un très très bon mode de communication vers le client à mon avis. Voilà, utiliser ces outils modernes. Donc, on sait communiquer, maintenant il va falloir également définir un prix. La politique tarifaire est décisive lorsqu'on met en place un nouveau service. Une des choses à prendre en compte lorsque on va fixer le prix, c'est que le laser est une thérapie qui n'a pas de consommable, si ce n'est éventuellement l'électricité et le peu d'électricité que vous allez utiliser, eh bien, pas de consommable du tout, c'est vraiment quelque chose de très appréciable. La question que tout le monde va se poser en premier lieu, c'est quel prix pour une séance de laser? Bien, la réponse, je ne vais pas vous en donner parce qu'il n'y a pas une réponse absolue, et puis de toute façon, ça serait malvenu pour moi de vous dire combien vous devez fixer votre séance. Je dirais qu'en moyenne, on va trouver des échelles de prix entre 20 et 50 euros suivant, suivant votre clientèle. Et évidemment, si vous êtes très isolé au fin fond d'un département peu peuplé, vous n'allez pas avoir de difficultés à vous positionner avec un tarif très élevé. En revanche, si vous êtes dans un quartier très chic d'une grande ville, vous pourrez probablement avoir des coûts plus élevés. Mais au-delà de ce prix unitaire, il me semble intéressant d'avoir différents prix en fonction de votre type de traitement. Je l'entends là, si vous avez une zone à traiter, ça va vous prendre sur un chat ou un chien entre 3 et 5 minutes. Si vous avez 2 zones, vous allez tout de suite passer entre environ une dizaine de minutes. Et puis 3 zones et plus, ça va prendre encore plus de temps. Bien évidemment, il me semble opportun d'avoir des prix différenciés en fonction du nombre de zones que vous traitez. Donc, une zone de traitement va être un peu moins chère que 2 zones. Et, alors 2 zones, ça c'est vous qui déterminez, c'est le double ou si c'est proportionnellement un peu plus cher. Donc le prix en fonction du nombre de zones à traiter me semble très pertinent. Un obstacle en thérapie laser, c'est la durée. Et si vous êtes équipé en laser de classe 4, vous avez des thérapies qui vont être très rapides. En classe 3, ça va prendre un peu plus de temps, mais grosso modo, pour un traitement d'une zone en classe 4, on va être aux alentours de, pour un chat, 3 minutes, pour un chien, 5 minutes. Et donc, si ça revient à des tarifs horaires qui sont très élevés. Si vous facturez 30 € pour un traitement de 5 minutes, eh bien, le client, lui, il entend globalement, enfin, il va ressentir le coût horaire, c'est-à-dire 360 € par heure. Donc, ça va peut-être lui paraître cher, même si c'est légitime qu'un laser, ça coûte cher, donc c'est un investissement, et donc pour nous, c'est tout à fait justifié. Et donc, tout l'enjeu va être d'enrichir et de valoriser votre séance de traitement, votre séance de thérapie laser. Alors, pour l'enrichir et la valoriser, si vous êtes, comme l'a illustré par exemple Anne-Christine, sur du traitement de douleur, que ce soit une douleur aiguë ou une douleur chronique, eh bien, le suivi de la douleur peut être un élément d'enrichissement. Vous pouvez, par exemple, moi c'est ce que je fais très régulièrement en suivi en thérapie laser, faire remplir des grilles d'évaluation chronique, la grille d'Helsinki que Christine a citée précédemment est tout à fait pertinente pour ça, elle est validée d'ailleurs scientifiquement. Donc ça prend quelques minutes, ça vous permet de faire le point avec votre client de manière objective sur l'efficacité du traitement, et ça enrichit votre consultation. Vous pouvez également utiliser des outils comme Dolodog, développé par Cap Douleur et notre confrère Thierry Poit. Bref, il faut que vous trouviez un moyen d'enrichir votre séance pour que le client n'ait pas ce sentiment d'avoir une consultation un peu sèche, un peu très, très rapide. Alors, on peut se poser la question légitime de mettre en place des remises financières. Cette question que j'ai abordée lors de mon enquête, eh bien, elle se pose, les clients vont la poser légitimement. C'est-à-dire que au bout d'un certain nombre de séances, les clients attendent spontanément une offre de réduction tarifaire. 15% des clients en attendent une après 3 séances, 41% des clients en attendent une après 5 séances, et ensuite on chute à 10% après 21% après 10 séances. Ce qui signifie que si vous ne répondez pas à cette attente, il est possible qu'à un moment donné ou à un autre, eh bien,
vous ayez peut-être une remarque. Alors, attendez, là, c'est quand même 10 séances, on peut faire un petit geste, un petit quelque chose. Et donc, il faut savoir répondre à cette question. Alors, la réponse peut être tranchée ou pas, hein, mais l'important, c'est de trouver la réponse. C'est-à-dire que soit vous n'avez pas de séance, pas de remise, vous dites non, on ne fait pas de remise, c'est comme ça, puis c'est tout. Parce que vous avez une politique très raide, très rigide, soit vous avez réfléchi à la question. Et là, à ce moment-là, se pose la question du type de formule. Est-ce qu'on va fonctionner sous forme de forfait, un forfait étant bien sûr moins cher que les séances à l'unité, ou une remise de fidélité, c'est-à-dire à partir de la 5e séance, par exemple, vous allez avoir 10% de remise, ou alors la 11e séance peut être 100% remisée. Eh bien, il n'y a pas de vraie réponse universelle, il y a des points forts et des points faibles pour les deux. Lorsque vous avez un forfait de N séances, par exemple 6 ou 10 ou 15, eh bien, on est sur une offre finie. Une offre finie, c'est très intéressant lorsqu'on parle de rééducation post-opératoire. Vous avez votre chien, enfin le chien de votre client qui a été opéré du genou, eh bien, de la même manière que vous allez avoir une dizaine de séances de kiné, vous pouvez proposer un forfait avec 10, 15 séances. Ce forfait sera moins cher. Et le côté fini du nombre de séances a un côté rassurant. Votre client sait où il va au niveau financier, parce que c'est bien là que ça coince. Donc, ça, c'est vraiment très efficace. En revanche, si vous êtes sur une pathologie chronique, comme la gestion de l'arthrose, eh bien, là, on ne va pas pouvoir dire, bah voilà, on fait 10 séances et puis c'est réglé. Éventuellement, ça peut être utilisé dans une phase 1 où on va voir l'animal très souvent, mais très rapidement, la richesse de la thérapie laser sur la gestion de l'arthrose, une forme de maladie chronique, est de suivre l'animal sur des mois, voire des années, à raison d'une séance tous les 3-4 semaines. Donc dans ces cas-là, il me semble qu'une remise de type fidélité, c'est-à-dire qu'un crédit, une remise progressive en fonction du nombre de séances, me semble plus pertinent, parce que le client sait qu'il va avoir une remise au bout d'un certain nombre d'achats, de consultations, et sans avoir de notion de nombre de séances finies. Voilà, ça sont des. J'ai pas d'éléments de réponse, j'ai pas la vérité absolue, hein, mais ça me semble des éléments à prendre en compte dans votre politique tarifaire. Donc on a défini un certain nombre de points, à qui parler, où en parler, comment en parler, on a défini notre politique tarifaire. Maintenant, il va falloir savoir quand prescrire. Alors, j'ai pris un exemple que j'utilise lors de mes consultations, qui est donc lors de pathologies chroniques inflammatoires comme l'arthrose, et j'utilise cette pyramide que je présente à mes clients pour leur montrer comment va être l'approche multimodale de la prise en charge de l'arthrose tout au long du suivi de leur animal. Alors bien évidemment, en tout cas moi je commence par tout ce qui est aliments complémentaires, et ça c'est une question qui est vite à aborder, et dès que cette question est passée en revue, eh bien je propose de mettre en place des traitements non médicamenteux. Et donc là évidemment, le laser, quand on est équipé, est un traitement de choix parce que il est très simple à mettre en place, et il est à mettre en place, à mon sens, avant les traitements médicamenteux. Donc ensuite, on peut proposer des traitements médicamenteux non listés, comme par exemple l'ARA3000 ou d'autres, puis ensuite les anti-inflammatoires stéroïdiens, bien ensuite les traitements d'analgésie multimodale pour être suivi des éventuelles infiltrations, soit de corticoïdes ou de PRP, et enfin, quand il n'y a plus de prise en charge possible parce que la douleur n'est plus gérée convenablement, une chirurgie. Mais donc vous voyez que très rapidement, vous pouvez proposer un traitement laser, et ça aussi c'est quelque chose qui peut être évoqué en salle d'attente par vos assistantes lorsque votre client vient renouveler ou bien son aliment complémentaire ou son sac d'aliments dédié à la mobilité et qu'elle prend des nouvelles de l'animal, et bien dire ah oui, ça tient un peu, pourquoi vous n'essayeriez pas le laser? Je vous ai fait un petit retour d'expérience par rapport au cas que moi j'ai rencontré à la clinique depuis que je travaille, depuis que je propose la thérapie laser, et on s'aperçoit qu'il y a environ un tiers des cas qui correspond à la prise en charge de l'arthrose, environ 30% des cas sur de la douleur aiguë, et puis environ 22% qui sont les cas d'aide à la cicatrisation ou de gestion des plaies en dermatologie.
Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu comment vous allez pouvoir répartir votre prescription laser. Et enfin, je vais terminer par quelques mots sur comment choisir son laser. On en avait déjà parlé lors de la présentation de la semaine dernière. Alors, je ne vais pas vous dire quel est le meilleur laser parce que ça serait quand même un petit peu... déjà, je ne sais pas s'il y a une réponse à ça. Et en plus, ça serait peut-être un petit peu vaniteux de ma part. Pour choisir son laser, il faut choisir un laser qui soit adapté à sa pratique. Donc, ça, ce sont les critères techniques. Si vous faites uniquement... si vous êtes une clinique vétérinaire féline et vous faites que des chats, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins que quelqu'un qui est un praticien mixte, qui fait à la fois de l'équine et un peu de canine, qui va avoir besoin d'un laser beaucoup plus puissant. Donc les critères techniques sont particuliers, font en premier lieu à prendre en compte la puissance du laser, la possibilité éventuellement de l'avoir sur batterie ou non, hein, pour les clients qui font par exemple du domicile, ou alors qui vont dans auprès des animaux pour l'exercice en rural ou en équine. Ça, c'est les critères pratiques. Bien évidemment, dans les critères pratiques, l'interface et la facilité d'utilisation. Beaucoup de lasers ont des programmes qui sont préenregistrés. Peut-être que certains ont très peu de programmes, du coup c'est compliqué, ou alors il faut faire ses programmes soi-même, ça va être un petit peu chronophage, un petit peu laborieux. Donc voilà, toute l'ergonomie du laser est à prendre en compte parce que c'est quelque chose que vous allez utiliser au quotidien. Donc c'est là que vous allez perdre du temps et aussi de l'argent. S'il vous faut 10 minutes avant votre séance pour ça, ça va être compliqué. L'aspect financier, évidemment, le coût de revient de votre laser. Ensuite, la formation qui va vous être proposée éventuellement par le fournisseur et le support. C'est-à-dire comment, si vous avez une question, est-ce que vous allez avoir une réponse ou alors si le fournisseur est aux abonnés absents. Et bien évidemment, le service après-vente. Avoir une équipe réactive qui peut vous dépanner très rapidement si votre laser est en panne, ça a beaucoup de valeur. Alors que si vous devez envoyer votre laser en réparation et que vous n'avez plus rien pour l'utiliser pendant 3 semaines, 1 mois, forcément, c'est ennuyeux. Donc voilà. Voilà pour les quelques aspects pratiques de la mise en œuvre de la thérapie laser dans vos structures. Donc, on va repasser la main à Miraël qui va probablement recueillir les questions des uns et des autres. Voilà, donc merci beaucoup à Germinal et Anne-Christine pour cette présentation. Donc maintenant, alors nous avons un petit peu débordé sur le temps prévu initialement, donc on va essayer on va prendre 15-20 minutes de questions maximum. Donc je vais les prendre dans l'ordre d'arrivée. Donc vous pouvez toujours continuer à les taper dans la zone de chat. Comme ça, si on arrive au bout des questions déjà posées, ben, on répondra à tout ce qu'on peut faire. Donc, première question, c'est pour la séance préopératoire, combien de temps avant la chirurgie pratique-t-on la séance? Alors, dans le cas de cette étude, la séance laser a été faite juste avant l'opération. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de faire venir l'animal au préalable. Donc, vous le faites venir pour la chirurgie et vous faites cette séance laser, j'ai envie de dire presque sur la table d'opération avant de passer à la stérilisation de la zone et le placement du champ et le début de la chirurgie. Vous pouvez le faire le jour même et dans cette étude-là, en tout cas, c'est ce qui a été fait. Donc, on peut le refaire le jour même. Et toujours, je pense, une question en référence à la même étude, c'est l'étude avec la lampe infrarouge est-elle versus placebo? Alors, en tout cas, l'étude que j'ai abordée, elles étaient à chaque fois versus placebo, mais en tout cas, je n'ai pas abordé d'étude avec lampe infrarouge, donc c'est peut-être un des titres qui a porté à confusion. Je vais essayer de regarder un petit peu. La caméra infrarouge pour suivre l'inflammation. Ah, pour la caméra infrarouge. Alors, si c'est pour la gestion de la douleur avec l'image caméra infrarouge, ici, c'est l'image du même chien qui a été établie et donc au jour le jour. Mais on sait qu'effectivement, cette caméra infrarouge, s'il n'y a pas de zone, en fait, elle dissocie par couleur les différents gradients de chaleur et donc les différents gradients chez nous, du coup, d'inflammation. C'est ça qui nous intéresse. Donc, sinon, ce n'est pas une étude qui a été faite versus un cas contrôle ou placebo, c'est le cas d'un chien
Alors après, c'est une technique que d'autres vétérinaires utilisent. Par exemple, le professeur Grandjean, aussi sur des courses de chiens de traîneau, ça permet parfois de repérer les zones les plus chaudes assez rapidement. Et en plus de ça, maintenant, il y a des super technologies, genre avec des téléphones dans lesquels l'infrarouge est intégré. Donc, ça coûte moins cher même qu'un iPhone. Et au final, donc on a la version téléphone, un peu smartphone et la caméra infrarouge si besoin. Après, il y en a probablement des moins chers. J'avoue que moi, je n'utilise pas tellement cette technique, mais plus parce que ça ne s'est pas installé dans ma pratique. Mais je trouve ça très intéressant. Et puis, ça permet en plus aussi aux propriétaires du coup, d'avoir une image objective au fur et à mesure de l'avancée des traitements. Et donc, quelque part, ça leur permet aussi de visualiser l'effet du laser. Généralement, j'en ai jusqu'à présent pas eu besoin, mais je trouve que c'est une technique intéressante, surtout pour ces zones de douleur dans le dos, etc., qu'on objective peut-être moins facilement que sur les membres. Alors, je passe à la question suivante. Donc, comment associer la thérapie laser et les séances d'ostéopathie? Qu'en pensez-vous? Alors, je vais répondre. Oui, c'est pour ça. Il n'y a rien de contre-indiqué. On peut faire les deux. Maintenant, je dirais tout dépend de l'objectif. L'ostéopathie, c'est une thérapie holistique qui va prendre en compte l'ensemble de l'animal. Donc, en ostéopathie, on va s'intéresser à traiter toutes les tensions qui sont liées à un événement traumatique, ou pas d'ailleurs, parce que ça peut être des petits accidents de vie sans gravité. Alors que le laser, on va être beaucoup plus dans le traitement d'une zone inconfortable et douloureuse. Donc, on peut très bien envisager les deux en même temps, ou les dissocier. Ce qui me semble, enfin, dans ma pratique, moi, ce que j'ai pu repérer, en tous les cas, ce qui est assez évident, c'est que pour tout ce qui est contracture aiguë, et l'ostéopathie en traite, la partie en tout cas ostéo-articulaire, l'ostéopathie en traite quand même un certain nombre, le laser me semble beaucoup plus efficient. C'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup moins de temps pour arriver à un résultat identique. Quand je dis du temps, c'est du temps praticien. Donc, comme c'est, à mon avis, la ressource la plus critique qu'on a dans notre quotidien, le temps, c'est l'élément dont tout le monde manque. Je crois qu'il me semble très pertinent de traiter les pathologies aiguës par le laser et ensuite revenir peut-être un peu plus tard par un traitement ostéopathique s'il reste des tensions à lever sur l'ensemble du corps. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Alors, on va passer à la question suivante. Donc, pour le cas de traitement d'un RLCA, doit-on faire un traitement pour l'articulation, puis un traitement pour le quadriceps, puis les ischios, ou est-ce qu'on choisit un traitement douleur aiguë et on balaye toute la zone avec un seul et même traitement? Alors, avec un seul et même protocole, je pense. Oui, alors en ce qui me concerne, donc effectivement, je choisis sur le laser, par exemple, de Mano Médical, je choisis la partie ostéo-articulaire, arthrosée fracture pour faire mon articulation, et puis je vais chercher un autre programme douleur musculaire sur lequel à ce moment-là, je fais mon quadriceps et mes ischio-jambiers. Ça, c'est comme ça que je travaille. Si j'ai vraiment des douleurs importantes au niveau des muscles, ça m'arrive même de décomposer, donc de faire d'abord le quadriceps avec un programme et puis de refaire le même programme pour les ischio-jambiers. Mais jusqu'à présent, en général, c'est avec le programme douleur musculaire, je fais et les ischio-jambiers et mon quadriceps. Je fais donc vraiment à part mon articulation avec la partie plutôt articulaire, donc dénommée arthrose et fracture dans le laser, par exemple, de Mano. Alors, j'ai une question suivante qui rejoint un petit peu la mise en place du laser dans la pratique. Donc, parce qu'on a parlé beaucoup des fondements techniques de la thérapie laser, mais quels seraient les arguments techniques simples à présenter aux clients en peu de temps? Alors, en peu de temps, moi, ce que j'utilise, c'est pas moi qui ai trouvé ces clés, mais je les trouve excellentes et donc je les utilise volontiers. C'est que le laser a un effet antalgique, anti-inflammatoire
et il accélère la cicatrisation. Et lorsque vous prenez une pathologie chronique comme l'arthrose, eh bien, c'est un effet antalgique. L'arthrose est une pathologie douloureuse. C'est un effet anti-inflammatoire. L'arthrose, c'est une inflammation chronique. Et il y a une amélioration de la cicatrisation par une amélioration de la vascularisation. L'arthrose est un phénomène dégénératif. Et donc, plus on va pouvoir améliorer les facteurs trophiques au niveau de notre articulation arthrosique, et mieux celle-ci va se comporter dans le temps. Avec ces 3 clés, c'est juste ces 3 mots, vous arrivez très simplement à faire passer un message sans rentrer dans les détails de l'amélioration du rendement de la chaîne respiratoire, de la mitochondrie avec le cytochrome C oxydase, etc. Tous ces éléments-là techniques sont à connaître, à mon avis, parce que certains clients vont pousser un peu les questionnements un peu plus loin, mais avec quelques clés comme ça, vous arrivez à très bien présenter l'intérêt de thérapie laser. Et ces clés, voilà, c'est tout l'intérêt de ces réunions d'équipe dont je vous parlais, c'est d'essayer de trouver les clés qui vont bien fonctionner dans votre structure en fonction de vos habitudes, de vos clients. Et en ce qui me concerne, j'utilise exactement les mêmes clés, ces 3 mots-là. Et juste parfois, quand des clients ont l'air encore sceptiques sur la pénétration de la lumière au niveau de la peau et des organes, je dis, bah, vous savez, quand vous bronzez, c'est bien que la lumière a un effet sur les tissus. Et alors là, généralement, en 2 secondes, ils ont, OK, c'est vrai, la lumière va pénétrer à travers la peau et atteindre les tissus. Et hop, donc ils donnent vraiment leur validation. Parfois, voilà, il y a ce petit détail en plus que je rajoute, mais effectivement, les 3 mots-clés sur antidouleur, anti-inflammatoire et aide à la régénération des tissus, vraiment, ça fonctionne tout seul. Et moi, pour leur montrer aussi que la lumière pénètre dans les tissus, j'utilise souvent mon téléphone portable. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Et je mets mon doigt devant, comme ça. Alors, bon, ça ne marche pas très bien avec la caméra. Mais si vous le faites, vous voyez que la lumière, si on le voit quand même, vous voyez que la lumière passe à travers le doigt. Et donc là, ils comprennent que effectivement, la lumière, ça peut pénétrer dans les tissus. Et ils comprennent aussi assez facilement que plus la lumière est puissante et plus elle va pénétrer en profondeur. Ouais, merci pour cet exemple. Effectivement, je pense que c'est assez parlant. Donc, pour la question suivante, j'ai lors d'une séance de physiothérapie, à quel moment vaut-il mieux faire le laser? Est-ce que, par exemple, c'est avant ou après l'hydrothérapie avec tapis roulant ou y a-t-il un ordre particulier? Généralement, on fait le laser avant, parce qu'en fait, sur poil mouillé, on a des odeurs désagréables. Si on utilise le laser par la suite, d'ailleurs, ça peut arriver si vous avez un chien qui, surtout en Belgique, ça arrive souvent, un chien vraiment trempé par la pluie. Je les sèche d'abord au maximum, parce que sinon, ça donne vraiment une odeur, vous savez, un peu comme vous séchez les cheveux trop près, là, ça sent vraiment pas bon. C'est donc pas très rassurant pour les propriétaires, même si au final, ça ne fait absolument pas mal à l'animal. Donc d'abord le laser et puis l'hydrothérapie. Généralement, effectivement, je fais ça dans cet ordre-là. Sinon, on a des petits désagréments, j'ai envie de dire un peu plus esthétiques. C'est pas tant, il n'y a pas de règle en termes d'efficacité. C'est pas parce qu'on fait l'un ou l'autre d'abord qu'on aura de meilleurs résultats, mais c'est plus, voilà, dans un sens pratique pour cette histoire de poil mouillé qui peut être désagréable et un peu dérangeant pour le propriétaire, quoi. Je pense néanmoins qu'en faisant la séance de laser avant, comme on améliore la vascularisation, si on a un travail actif derrière comme l'hydrothérapie, il est probable, alors j'ai pas d'argument, j'ai pas d'études On en n'a pas faveur d'argument de ça, mais scientifique. il est probable qu'on ait un meilleur fonctionnement au niveau cellulaire et tissulaire. Ça, je te rejoins. Effectivement, il n'y a pas de preuve à l'heure actuelle de ça, mais ça semble logique en fait par rapport au mode de fonctionnement et au déroulé de la séance de physio, ça paraît plus logique. Alors, et quid de l'utilisation du laser sur les syndromes queue de cheval? À quelle fréquence faut-il faire et quels effets et quelle façon d'aborder les plaies? C'est 2 questions en fait. Oui, c'est 2 questions. Alors, si tu veux, je m'occupe de la partie syndrome queue de cheval, je te laisse les plaies. Oui, si tu veux. Alors, syndrome queue de cheval, donc sur ces chiens-là, moi, j'essaye de le faire dans un premier temps aussi souvent que possible jusqu'à une amélioration clinique. Aussi souvent que possible, c'est-à-dire idéalement tous les jours, mais on sait que techniquement, les propriétaires ont des difficultés à le faire. Donc, j'essaye au minimum d'imposer ça 3 fois la semaine au début. Donc, parfois, ce n'est pas toujours évident de faire passer, mais en fait, voilà, je fais ça jusqu'à une amélioration clinique.
Une fois que j'ai cette amélioration clinique, je diminue le nombre des séances. Parce qu'effectivement, si les propriétaires viennent une fois tous les 15 jours, on n'aura pas l'effet escompté, ou en tout cas, l'animal a le temps de se redégrader entre, et donc ils vont dire que au final, le laser, ça ne fonctionne pas. Donc moi, je les rapproche tant que possible pour essayer de casser un peu ce cercle vicieux de la douleur, parce que l'animal a mal, il se déplace moins il se déplace, plus il va avoir mal, etc. Et du coup, c'est la meilleure des solutions, c'est de rapprocher vraiment très fortement les séances au départ. Et j'en discute aux propriétaires en disant que le but, c'est après de les espacer selon le rythme de l'animal pour le maintenir dans un confort qui est acceptable. Ce qui est aussi intéressant à faire je trouve, en tout cas ce que je fais et que je trouve intéressant, c'est de fixer un objectif avec les propriétaires. Un objectif de thérapie qui semble donc smart, donc accessible en temps, en termes de capacité. Et donc, parfois, c'est OK, l'objectif, c'est que quand le chien arrivera à aller au fond du jardin, faire son pipi et revenir, à ce moment-là, on commencera à espacer les séances. Et parce qu'alors, du coup, cliniquement, on aura quelque chose qui est pour eux objectivable. Parce que moi, effectivement, j'ai ce que je vais avoir comme sensation en palpant, etc. Mais pour eux, ce n'est pas toujours visuel. Et donc, j'essaie de fixer avec eux des objectifs de thérapie. C'est ma façon de faire. Mais bon. Et en ce qui concerne la gestion des plaies, alors j'imagine que c'est des plaies peut-être d'origine neuropathique avec des animaux qui s'automutilent, parce que sinon je vois pas bien le rapport avec la question. Ça va dans le sens de ce que dit Anne-Christine, c'est-à-dire que si, sur la gestion des plaies, il est vraiment intéressant d'avoir des séances rapprochées. C'est là qu'on va avoir les meilleurs résultats. Si vous traitez une séance par semaine une plaie, vous n'allez pas forcément voir les bénéfices de la thérapie laser. Et par ailleurs, comme vous avez une action sur les cellules nerveuses, sur les douleurs d'origine neuropathique, ça peut être très intéressant. Parfois, c'est pas suffisant, il faut y adjoindre des traitements complémentaires comme la gabapentine ou même des perfusions continues de kétamine. Ça peut être très intéressant en tout début de traitement pour des animaux qui ont ces douleurs neuropathiques assez intenses. Et donc voilà, je rejoins Christine sur le rapprochement des séances lors de gestion de plaies. Et c'est aussi là que, au-delà de la disponibilité du propriétaire, c'est là qu'il y a beaucoup des questions de coûts qui vont se poser. Parce que, imaginez, déjà, une séance par jour pendant 5 jours à 30 €, vous êtes déjà à 150 € la semaine. Donc ça peut aller très très vite et c'est pour ça qu'il faut bien cadrer tout ça avec les clients, bien borner à la fois la disponibilité, le coût, le bénéfice attendu pour avoir une acceptation et pas commencer un traitement qui sera avorté et du coup qui ne satisfera personne. Voilà, merci pour vos réponses aux deux questions. Donc, j'ai une autre question. Alors, c'est vrai que c'est un thème qu'on n'a pas beaucoup abordé. Donc, qu'en est-il, par exemple, pour la gingivite? Comment doit-on faire? Avec quelle fréquence? Alors, la gingivite, la gestion de la gingivostomatite chronique féline par le laser, c'est la source majeure de déception thérapeutique. C'est-à-dire que tous ceux qui vont investir dans un laser en disant ouais c'est génial, je vais pouvoir gérer toutes mes gingivostomatites grâce au laser, et ben ils vont se prendre une claque parce que bien évidemment il y en a qui répondent, mais il y en a aussi plein qui répondent pas. Et donc je dirais que grosso modo, alors, si on fait les choses correctement en termes de démarche thérapeutique, il est sûr que si on a une bouche pourrie avec du tartre, des abcès dentaires et qu'on fait du laser dessus, ça va pas répondre. Mais si on a une démarche thérapeutique logique, eh bien, la thérapie laser, elle a toute sa place dans la proposition thérapeutique et il faut bien que les perspectives d'échec soient exposées dès le début pour cela, pour l'acceptation, pour dire que oui, on a tenté mais ça n'a pas marché. Et ensuite, ça va dépendre de l'inflammation de l'animal, ça va dépendre donc, soit on a des animaux qui mangent plus du tout parce qu'ils ont une bouche très inflammée, et dans ces cas-là, une séance par jour pendant 3 jours, ça peut être nécessaire. Moi, je suis fréquemment sur une séance tous les 2 jours en début de prise en charge. Alors, une chose qui est intéressante quand même, c'est que parfois, on a des animaux qui ont toujours autant d'inflammation, en tout cas macroscopiquement. Je ne sais pas trop ce qu'il en est au niveau tissulaire, mais on a des animaux qui peuvent être soulagés de la douleur. C'est-à-dire que finalement, c'est ça qui importe au propriétaire, c'est que son chat se nourrisse sans pousser des hurlements, ou même se nourrisse tout court.
Et donc, la thérapie laser, à ce titre, apporte quand même souvent des résultats, même si parfois on a une déception au niveau de l'aspect de l'inflammation. Merci beaucoup. Alors, on va prendre une toute dernière question parce que sinon on va très largement déborder. Donc, c'est un autre aspect assez important qu'on n'a pas vraiment abordé. C'est quand on parle d'arrêter les séances parce qu'il n'y a pas de réponse, au bout de combien de séances doit-on conclure à une réponse? Dans le cas de stomatite qu'on a évoqué et de façon générale. Alors moi, ça dépend des cas de figure. Pour vous donner un exemple qui n'est pas celui des stomatites, mais qui est des cervicalgies qu'on rencontre assez souvent chez les bulldogs français. Des fois, vous rencontrez des bulldogs français qui ont le cou comme ça, vous appuyez sur la tête, il y a les pattes arrière qui se lèvent tellement ils sont tendus. Bien souvent, au bout de 3 séances, si j'ai pas de réponse thérapeutique, si j'ai pas de réponse clinique, c'est que il y a quelque chose en dessous et qu'il y a probablement une hernie discale qui est en cours et donc le traitement laser n'est pas suffisant. La plupart du temps, j'ai prescrit un scanner dans ces échecs-là. Au bout de 3 séances, je voyais le client revenir et il me disait ça change rien. Et le scanner révélait une hernie discale qui, la plupart du temps, nécessitait un traitement chirurgical pour soulager la douleur de l'animal. En ce qui concerne les gingivostomatites chroniques, si je vois qu'au bout de 6 séances, j'ai aucune réponse au traitement, généralement j'abandonne. Je dis bon bah écoutez, là c'est pas la peine d'insister, à part perdre du temps et de l'argent, c'est tout ce qu'on va faire. Parce qu'en plus, bien souvent, en tous les cas en début de prise en charge, on va être amené à sédater l'animal pour pouvoir faire un traitement direct, même si on peut également traiter à travers la gencive, mais souvent le simple contact des babines entraîne des réactions du chat. Donc parfois on va sédater l'animal pour pouvoir faire un traitement. Et attention par contre à un piège pas de débutant, mais en tout cas de novice en traitement laser, c'est-à-dire que si vous faites une sédation, notamment avec alpha 2, eh bien vous allez avoir visuellement une gingivite qui sera moins importante parce que simplement vous avez une vasoconstriction périphérique. Et du coup, vous avez l'impression que c'est moins inflammé. Donc ça, c'est un piège assez courant, de se dire, ah bah ça marche bien, c'est simplement l'effet des anesthésiques qui se manifestent. Et pareil, je me donne aussi 3 à 4 séances pour faire un bilan. Et généralement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au bout des 3 à 4 séances, si je n'arrive pas à avoir un effet avec le laser, c'est qu'il y a autre chose, je passe à côté de quelque chose. Probablement, effectivement, une hernie ou une autre source, voilà, du problème. Donc, voilà, 3-4 séances, c'est une bonne table, je pense, pour dire, OK, après, si ça ne fonctionne pas, il faut réévaluer, quoi. Merci beaucoup pour ces réponses détaillées et pour votre présentation. Malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Donc, il y a encore d'autres questions. Donc, pour les questions auxquelles nous n'avons pas encore répondu, je vous invite premièrement à revoir le premier webinaire, donc où nous avons notamment abordé des questions sur les mesures de sécurité, sur les contre-indications du laser. Donc, ça, c'est des choses importantes qu'il ne faut pas négliger. Si vous n'avez toujours pas de réponse à vos questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail et nous ferons de notre mieux pour y répondre. Voilà, donc pour ce qui est du replay du webinaire d'aujourd'hui et de celui de la dernière fois, vous allez recevoir probablement dans l'après-midi un email avec les 2 liens qui vous permettront de visualiser les 2 replays. Donc, merci beaucoup, Germinal et Anne-Christine, pour cette présentation. Merci pour votre attention. Et merci à tous pour votre attention et une bonne après-midi à tout le monde. À vous aussi. Merci. Au revoir.